Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation qui amène à une évolution qui permet justement donc de sortir du conditionnement, de sortir de l'ignorance. Alors il y a une différence fondamentale entre initiation et enseignement. Un enseignement, c'est ce qu'on peut trouver un peu partout, dans la plupart des ouvrages, des livres qui se trouvent sur le marché, ou que l'on peut écouter dans des conférences, alors que l'initiation est quelque chose qui va être un travail personnel. C'est un petit peu comme à l'école ou à l'université. Quand vous entrez dans un lycée, vous allez apprendre des choses, et une initiation est quelque chose qui se passe par des phases qu'on appelle initiatiques. Notamment dans les temps anciens, en Égypte, quand les adeptes rentraient dans une école initiatique, ils devaient passer par des degrés. Il y avait 9 degrés d'initiation, et pour parvenir au 9e, il fallait avoir passé toutes les étapes. Donc, un adepte ne pouvait pas accéder à la deuxième marche de l'initiation s'il n'avait pas intégré totalement la première marche, donc s'il n'avait pas intégré en lui le savoir et transformé en connaissance. Et naturellement, une fois que l'initié avait franchi les neuf initiations, il était soit nommé hiérophante, donc il pouvait à son tour transmettre l'initiation à l'intérieur du temple, soit il pouvait ressortir du temple et aller continuer sa vie extérieure s'il le choisissait, mais il avait interdiction de révéler aux profanes, c'est-à-dire à ceux qui n'avaient pas suivi le processus d'initiation, ce qu'il avait appris. Il y avait une partie de l'enseignement qui restait cachée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas donner ou révéler certaines informations à des personnes qui n'ont pas atteint le niveau, pas dans le sens qu'il y a un élitisme, mais simplement qu'il est dangereux de donner, par exemple, certaines formules magiques à des gens s'ils n'ont pas au préalable fait un travail de nettoyage, parce que cela ouvre des portes et cela provoque naturellement, risque de provoquer des difficultés après pour la personne. Alors nous vivons une époque un petit peu particulière où nous pouvons, par l'intermédiaire d'Internet ou par l'intermédiaire aussi de stages soi-disant initiatiques, accéder à certains paramètres, donc avoir des connaissances. On peut avoir des connaissances sur l'Égypte, sur l'Inde, surtout sur l'alchimie et tout ça. Mais la difficulté, c'est que, comme je veux dire, il faut faire la différence entre l'initiation et l'enseignement. Or, il est très facile de nos jours de prendre une compilation de livres que l'on peut trouver dans les librairies ésotériques sur les Mayas, sur les Incas, sur les Celtes, sur les confédérations galactiques, extraire de tout cela des informations, par exemple des mantras de pouvoir, des mantras à prononcer, etc. Et puis de s'initier soi-même ou de se présenter comme un initiateur et d'emmener un petit peu après des gens, créer des stages et emmener des gens sur des lieux sacrés ou sur des sciences, et puis prononcer des formules magiques un peu dans n'importe quel sens. Parce que le problème, c'est que chaque initiation est liée à une filière. Par exemple, si vous recevez une initiation des Pléiadiens, il va falloir travailler avec l'énergie des Pléiadiens uniquement, donc par une personne qui a été habilitée à ça par les plans supérieurs ou qui a reçu vraiment une initiation, pas une personne qui a lu uniquement des choses dans un bouquin. Or, on voit des fois dans certains stages des personnes qui prononcent, on peut dire, des phrases mantiques ou qui donnent cela aux gens qui viennent sur le lieu et qui sont un petit peu un mélange de tout. Donc vous avez du celtique, vous avez du pléiadien, de l'arcturien, des mantras égyptiens. C'est un mélange de tout ça. Et ce mélange ne peut pas être bénéfique puisque c'est un mélange complet d'informations qui relient à différentes filières. Donc avant d'emmener quelqu'un sur un lieu initiatique pour travailler, par exemple, travailler sur l'ouverture
de chakras et tout ça, de soi-même, et puis aussi peut-être activer des lieux de vie, des lieux sacrés, il est important que les personnes soient initiées. Donc que déjà la personne qui donne le stage le soit, et qu'ensuite elle prépare les gens dans un stage d'initiation, dans des stages évolutifs d'initiation, pour qu'une fois que ces gens sont prêts, qu'ils ont fait ce travail intérieur, ils puissent ensuite se rendre sur des lieux pour activer ce qu'on appelle des lieux de pouvoir. Alors, à notre époque, ce n'est pas toujours le cas. Hein, je ne veux citer personne, puisque chacun doit être en accord avec soi-même, mais simplement prendre conscience que des fois, j'ai vu des gens qui emmenaient des gens sur des lieux, notamment dans la forêt de Brocéliande ou à d'autres endroits, où on fait des soi-disant rituels d'initiation, on prononce un petit peu des mantras, des phrases de pouvoir qu'on a trouvées dans des livres, et naturellement, les gens qui viennent là, des fois, sont des gens qui viennent là pour la première fois, qui découvrent, donc qui n'ont eu aucun livre là-dessus, puis qui d'un seul coup sont émerveillés par le fait d'avoir cette information, hein, donc prononcer le mantra. Alors naturellement, selon la façon dont c'est fait, le mantra peut ouvrir une porte à la personne, donc ouvrir un de ses chakras, et avoir peut-être une révélation d'une vie antérieure. En tout cas, ça ouvre une porte sur l'astral, et la personne qui est là, réceptive, si elle est innocente, si elle ne connaît rien, va automatiquement avoir une information qui va venir, un souvenir, soit d'une vie passée, soit quelque chose qui vient de l'astral mais qui ne lui correspond pas, et elle peut croire qu'elle a été telle ou telle entité dans une vie passée, un grand initié, etc. Parce que naturellement, les gens, quand ils vivent ça, ils ont toujours l'impression qu'ils ont été des grands initiés dans les vies passées. Alors la difficulté, c'est que quand on emmène des gens sur des lieux comme ça, et qui ne sont pas prêts, et que ça ouvre en eux des portes, c'est qu'une fois que les gens sortent du stage et retournent chez eux, et retournent dans leur quotidien, cette porte qui est ouverte laisse passer des informations qui ne sont pas toujours bonnes, puisque une porte, qu'une fois qu'elle est ouverte, il faut encore savoir ce qu'il y a derrière la porte. Et après, ces personnes vont avoir des problèmes de sommeil, problèmes de santé, problèmes digestifs, parfois même des accidents. J'ai vu le cas des accidents ou des choses, et que les gens pensent qu'après ils ont ces accidents parce que c'est normal, parce que ça fait partie de leur karma et leur initiation. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, il faut faire attention quand on... Voilà, ça permet de faire un petit peu le tri entre les initiations qui sont vraiment données par des personnes qui sont prêtes, qui ont été elles-mêmes initiées, hein. Et ça, on trouve ça dans tous les domaines. Vous voyez, par exemple, dans les domaines aussi de thérapie, que ce soit l'hypnose ou autre, ou le Reiki, vous avez des gens qui donnent des initiations, mais qui n'ont pas été initiés ou reconnus fiables, qui n'ont pas, on peut dire, quelque part, le diplôme de certification de cette formation. Et c'est pour ça qu'on trouve un petit peu n'importe quoi. Il est très difficile, il est très facile maintenant de prendre des livres, de répéter des mantras toute la journée, de faire des choses, et de provoquer parfois beaucoup plus d'interférences que nécessaire. Donc ça, c'est un premier point à signaler quand même, donc faites attention quand les gens vont sur des lieux pour activer ou réactiver des anciennes énergies, que ce soit chez les Mayas, les Incas ou en Égypte ou à d'autres endroits, il est important qu'ils aient reçu une initiation préalable. On ne prend pas dans le commun en lançant un stage en disant « Ah les gars, venez, même si vous n'y connaissez rien, vous apprendrez tout sur le tas ». Parce que quand on emmène des gens sur des lieux comme ça et qu'on utilise leur énergie en leur faisant prononcer des mantras pour réactiver des lieux, en fait, c'est comme si on empiétait sur leur libre arbitre, parce que ils vont s'inscrire dans un stage, mais ils vont en fait on va se servir de leur énergie pour activer un lieu dont ils ne vont pas profiter eux-mêmes, et puis déjà, est-ce qu'on est habilité à activer des lieux? Le travail le plus important à faire est le travail sur soi, et le seul travail qui est à faire, c'est le travail d'activer ses propres énergies, ses propres chakras, et à partir de là, déjà faire un travail préalable d'initiation avec la méthode, avec une personne qui a été elle-même, qui a déjà, on peut dire, fait ses preuves. Voilà. Parce que le savoir, le fait de savoir par exemple plein de choses sur l'Atlantide, les civilisations intérieures, l'Égypte, Maya, l'Égypte et tout ça, on peut tout savoir sur les chakras, la Kabbale, le tarot, l'alchimie, enfin toutes ces choses-là. Penser qu'on est initié alors qu'on est simplement que quelqu'un qui a appris quelque chose, c'est-à-dire c'est du savoir.
Parce que tout le savoir de toutes ces choses qu'on apprend doit être utilisé dans le quotidien, donc doit être transformé en connaissance. Et la connaissance n'a rien à voir avec le savoir. Le savoir, c'est juste une façon. Par exemple, on apprend qu'on a des chakras, qu'on a 7 chakras ou 12 chakras, qu'il y a des couleurs, etc., etc. Voilà. Mais ensuite, ce qui importe, c'est comment on va utiliser l'énergie de ces chakras dans notre quotidien. Vous voyez, par exemple, dans un stage, le plus important, ce n'est pas tant ce qu'on apprend dans le stage qui est donné par l'enseignant et tout ça, c'est surtout l'ambiance du stage. Qu'est-ce qui se passe dans le stage? Qu'est-ce qui se passe entre les stagiaires? Parce que la connaissance est en lien avec l'amour. Le savoir est en rapport avec l'intellect. Et vous avez beaucoup actuellement des écoles de savoir ou des stages où vous avez des gens qui s'entre-déchirent, etc. Dans le stage, il y a des conflits relationnels, etc., etc., où il n'y a pas une très bonne ambiance, par exemple. À partir de là, c'est là qu'il faut juger. C'est comme dans un ashram. Vous entrez dans un ashram, vous avez des périodes de méditation, voilà, de prière et tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Dans les douches, pendant le repas, dans les dortoirs. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que l'évolution n'est pas liée à ce qu'on sait ou ce qu'on a appris, mais ce qu'on est, ce qu'on manifeste. Donc on peut dire que l'énergie originelle de l'univers est une énergie qu'on appelle amour. L'énergie de Dieu est amour. L'amour, c'est une vibration. C'est une vibration qui porte en elle des encodages, des informations. Et ces informations doivent être à tout prix vécues, transmises. Donc le but de la vie sur Terre, c'est d'échanger des informations avec les autres êtres. Et l'évolution, c'est l'état d'être que l'on a quand on communie avec d'autres personnes. Par exemple, quand vous communiez, quand vous partagez avec votre voisin, avec votre boulanger, votre banquier, la relation que vous allez avoir avec cette personne, c'est cela qui va déterminer votre niveau d'évolution. Et peu importe votre savoir. Donc vous pouvez savoir plein de choses sur tous les pays étrangers, sur toutes les civilisations anciennes, et en même temps, si vous n'arrivez pas à communiquer correctement avec les personnes autour de vous, c'est que cet enseignement ne vous sert pas à grand-chose parce que ça donne une forme d'érudition. Donc il ne faut pas confondre la culture non plus avec vis-à-vis des plans de lumière. Une civilisation est considérée comme évoluée par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire les relations entre les individus. Si la civilisation crée une société de paix où les gens s'entraident, où il y a de l'amour, de la tolérance, de la compassion, du partage, c'est une civilisation avancée, même si cette civilisation n'a pas une technologie très évoluée. Or, actuellement, nous sommes dans une civilisation où nous avons quand même une technologie quand même évoluée, quoique par rapport au plan de lumière, c'est pas grand-chose. Mais déjà, bon, l'informatique, toutes ces choses, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a comme découvert au niveau scientifique. Mais sommes-nous vraiment une civilisation évoluée? Eh bien, contrairement à ça, par rapport au plan de lumière, notre civilisation est considérée comme vraiment tout en bas de l'échelle. Parce que nous avons un grand savoir, nous connaissons plein de trucs sur l'histoire, le passé, la science, toutes ces choses un peu scientifiques et religieuses, mais dans notre quotidien, dans nos relations humaines, nous ne sommes pas considérés comme une civilisation avancée, puisqu'il y a encore plein de guerres, plein de violences, plein de pollution énergétique, pollution par le bruit, etc. Donc c'est très important au niveau personnel de voir son degré d'évolution, même si on n'a pas vraiment une connaissance, un savoir acquis dans une multitude d'ouvrages, voir la relation. Comment j'établis mes relations avec mon voisin, avec toutes les formes de vie en fait, les végétaux, les minéraux, les animaux, les étoiles, les planètes, etc. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Alors, l'initiation, naturellement, elle ne peut se passer que par un nettoyage. En fait, on n'a rien vraiment à apprendre, on a juste le principe alchimique, c'est de nettoyer, nettoyer les tuyaux qui sont encrassés pour que ce qui passe à travers soit meilleur. Alors, il faut savoir que, par exemple, le zodiaque nous indique des choses par rapport à l'initiatique. À chaque fois que vous commencez une nouvelle chose,
c'est comme si vous entrez dans un processus révélé par le zodiaque. Dans le signe du bélier, on vous dit, voilà, c'est le début, le commencement de quelque chose. Vous allez donc prendre une décision, mettre une intention en place. Donc il va falloir avoir de la volonté. Et puis, quand vous allez arriver dans le signe du taureau, le signe suivant, la volonté, elle va se confronter à la force d'inertie. Vous pouvez avoir par exemple une bonne intention, dire tiens, bon, je vais arrêter de fumer par exemple, et quand vous arrivez dans le signe du taureau, bah oui, bah, c'est confortable de fumer, etc. Ça fait des années que je suis habitué, etc., etc., etc. Et vous êtes confronté à la deuxième énergie qui est la force d'inertie. Et la force d'inertie, c'est ce qui nous bloque. Des fois, on prend des bonnes résolutions, et quand on arrive justement dans cette énergie du taureau, bah, la résolution, elle s'en va parce que oh, on avait dit qu'on ferait ça, qu'on ferait des exercices, qu'on ferait des trucs, et puis on n'a pas envie. Hein. On peut s'installer dans un confort inconfortable et ne pas avancer. La troisième énergie, c'est le Gémeaux. Donc, une fois qu'on a vaincu la force d'inertie, c'est-à-dire qu'on se dit, allez, il faut que je me lève, il faut que je me bouge, il faut que je fasse des choses pour changer, avec le Gémeaux, on va se mettre en mouvement, on va créer un mouvement, on va commencer peut-être à apprendre par exemple des nouvelles choses ou à apprendre une technique pour avancer, pour arriver à la quatrième énergie, le cancer, où dans le cancer, on crée quelque chose de solide, on met de l'ordre dans ses cellules, dans ses pensées, dans ses émotions, pour créer quelque chose, créer une espèce de royaume, une espèce de maison. Quand on arrive dans le signe du lion, on va pouvoir commencer à partager ce qu'on a appris parce qu'on va partager avec des émotions, donc on va avoir une capacité de s'exprimer, de partager avec des autres, de développer un peu une créativité qui va se déverser dans le signe suivant, le signe de la Vierge, où là, on va se trouver dans le domaine du quotidien. C'est-à-dire, c'est bien gentil d'avoir un enseignement, d'avoir des choses, mais comment je vis, comment je gagne ma vie, comment je vis. Donc là, dans le signe de la Vierge, ça va être libérer son enfant intérieur. Donc, trouver un travail ou une occupation, comment partager ce que je sais avec les autres. Donc, trouver un travail qui me plaît, faire ce que j'aime, aimer ce que je fais, et ça va me donner de l'argent pour pouvoir assumer mon quotidien, mon loyer, etc. etc. Ensuite, on arrive au signe de la balance. Le signe de la balance, c'est partage avec les autres. J'ai des idées, j'ai mis en place un projet, mais maintenant il va falloir que je puisse partager ce projet avec tous les autres êtres humains. Donc, je vais être obligé de faire des ajustements. C'est pas parce que j'ai envie de faire quelque chose que les autres vont être demandeurs de ce que je fais. Ensuite, le signe du scorpion, c'est des remises en question, des crises. Donc quand on a une idée, il y a des moments, il faut changer des choses. Voilà, on écrit un livre, il faut enlever des images, il faut retirer des phrases, faut modifier, il y a une transformation à faire. Et ça demande un grand travail intérieur, c'est un travail de désherbage. Il faut enlever toutes les mauvaises herbes, etc. Ensuite, on arrive dans le signe Sagittaire. Et dans le signe de Sagittaire, votre projet est enfin voilà, est conforme à votre idéal. Vous faites un avec votre projet, vous vous sentez en parfaite osmose. Vous devenez le témoin vivant de ce que vous voulez parler. Par exemple, si vous êtes conférencier, si vous voulez parler de guérison, vous allez montrer aux gens que vous êtes en bonne santé, par exemple, parce que votre méthode, elle a fait ses preuves. Sagittaire, c'est le 9. Ensuite, vous arrivez dans le Capricorne. Dans le Capricorne, vous avez la maîtrise. Donc vous maîtrisez un art. Vous avez été initié à des techniques, vous les avez pratiquées, vous avez expérimenté. Dans le Capricorne, vous recevez votre diplôme. Et on peut dire, ah, ça y est, je suis maître dans cette technique, je vais pouvoir m'assumer avec ça. Donc ça va vous permettre de vous réaliser aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Ensuite, vous arrivez dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, ensuite, c'est le partage. Après, une fois que vous avez acquis votre maîtrise, vous allez pouvoir partager librement avec les autres. Librement, puisque vous êtes libre. Le signe du Verseau, c'est le signe de la fraternité, du partage libre, de l'amour libre. Donc vous allez partager librement ce que vous savez, parce que on peut dire vos revenus, votre situation professionnelle vous permettent de le faire parce que vous avez acquis une certaine notoriété. Et ensuite, dans le signe du Poisson, vous accomplissez le détachement, c'est-à-dire que vous avez créé une œuvre, vous avez par exemple pris un livre, vous l'avez mis sur le marché, il vous a rapporté de l'argent, vous en avez parlé, ça a apporté une méthode nouvelle à des gens, et à partir de là, vous en êtes complètement détaché, vous remettez ça à l'univers, c'est plus vous après qui allez, voilà, votre livre
où votre technique va faire son chemin elle-même, sans que vous ayez. Voilà. Et vous allez ensuite pouvoir recommencer un nouveau cycle avec autre chose. Donc l'initiation, c'est cela dans le quotidien. Donc à chaque fois que vous avez un nouveau concept ou une nouvelle idée, que vous avez suivi un enseignement, par exemple, quelque chose, vous allez devoir passer par toutes ces phases pour faire vos preuves et pour ensuite dire, bon, je ne me suis pas contenté de lire des choses et de faire une espèce de synthèse pour pouvoir, disons, avoir une audience, mais simplement pour avoir fait l'épreuve. Et là, c'est très important parce que c'est ça qui va modifier notre taux vibratoire. Donc voilà, c'était toute la différence entre le savoir et la connaissance. Et c'est important à notre époque parce que le savoir peut être acquis facilement hein, par Internet. Vous avez tellement de sites, tellement de conférences, tellement de choses. Vous pouvez capter plein d'informations, faire une collection de mantras, de signes, de rituels, etc., etc. Mais l'évolution, c'est comment vous allez vous comporter face aux autres. Et si votre savoir vous empêche de communiquer ouvertement avec les autres, hein, simplement, voilà, d'être un véritable être humain à part entière, un être humain qu'on pourrait dire évolué, à partir de là, si votre savoir ne vous aide pas à être un meilleur humain, il ne vous sert absolument à rien, et des fois même le contraire, il va vous séparer des autres, parce que si vous êtes imbu de votre savoir et que vous appuyez sur votre savoir en disant «Ah, moi je sais plein de choses, j'ai appris plein de choses, je connais les civilisations antiques, je connais l'Égypte, je connais tout ça, je connais toutes ces choses», voilà. Mais si vous n'arrivez pas dans votre quotidien à être en bonne harmonie avec vous-même et votre entourage, ça sert à rien. Hein, on peut dire, la personne, si vous êtes sur un bateau qui est en train de couler, et même si vous savez tout, tout sur l'Égypte, les Mayas et tout ça, mais vous ne savez pas nager, ça vous ne servira à rien. Donc voilà, c'est très important de pouvoir aller à l'essentiel et à la simplicité. Donc, quand on fait des voyages un peu initiatiques dans des pays, sur des lieux sacrés, on apprend des choses hein, sur les civilisations anciennes, qui ne sont pas toutes vraies, puisqu'il y a beaucoup d'interprétations aussi. Mais ce qui importe, c'est pas ce que vous allez vivre, ce que vous allez apprendre dans le stage, qui va être le plus important pour vous. C'est ce que vous allez vivre dans votre relation avec le directeur de stage, avec les autres stagiaires, l'ambiance qu'il va y avoir, ce que vous allez ressentir. Et ça, c'est le plus important. On peut dire que l'enseignement, d'aller sur un lieu, c'est un peu la carotte qui nous fait avancer. On donne envie parce qu'on veut apprendre des nouvelles choses, etc. Mais ce qui importe, c'est le vécu. C'est exactement la même chose dans le pèlerinage initiatique où vous décidez d'aller à Compostelle. Vous allez passer par différentes étapes, vous allez marcher pendant 2 mois et demi. Ce qui importe, c'est pas d'arriver à tel endroit ou de voir, oh, il y a une belle église, ah, là, il y a Saint-Jacques qui est passé là, hein, ou là, tiens, voilà. Je dirais, quelque part, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous vivez dans votre relation. Comment vous entrez en relation avec les gens dans le gîte le soir, quand vous marchez la journée. Est-ce que vous pouvez partager votre repas, ou partager quelque chose, ou aider un pèlerin qui a besoin de vous sur la route. Ça, c'est cela qui détermine si vous êtes un être évolué ou si vous êtes simplement on peut dire, un âne savant. Voilà. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui et, et je vous souhaite un bon chemin vers le meilleur de vous-même. Merci de votre écoute.